et je m'attendais pas du tout à pouvoir arriver sur France 2 aussi rapidement. Ça a été une opportunité incroyable grâce à Nathalie Riouet, qui est ma chef de service et qui m'a donné sa confiance. Au moins, je sais grâce à son grand geste, quoi qu'il se passe, en fait, mon œil attrape son geste et je me dis que là, il faut que je commence à imaginer la conclusion que je veux faire. On a tendance à dire que plus les années passent, meilleur on est parce qu'on se sent de plus en plus en confiance dans l'exercice et après, on peut y apporter un peu plus sa patte personnelle. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias, la chaîne qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partir à la rencontre de Chloé Nabédian, qui est journaliste météo à France Télévisions. Avec elle, nous allons parler de ses débuts en télévision justement, de la préparation d'un bulletin météo ou encore de son engagement pour le climat. Juste avant de la retrouver, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes également présents sur Instagram avec encore plus de contenu, encore plus de photos et de vidéos. Alors pensez à vous abonner. Ceci étant dit, nous prenons tout de suite la direction du deuxième étage de France Télévisions, là où nous attend Chloé. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Chloé, merci de nous recevoir aujourd'hui à France Télévisions. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors ma première question est toute simple, comment devient-on journaliste météo ? Alors, il n'y a pas vraiment une école pour devenir journaliste météo. Par contre, il y a plusieurs filières pour pouvoir y arriver, et notamment le fait d'être journaliste et donc de faire une école de journalisme. Et après, on se spécialise dans le domaine de la météo et du climat dans un deuxième temps. Ou alors, eh bien, comme moi, je n'avais pas du tout fait d'école de journalisme, mais j'ai appris sur le tas. Ça a été le cas quand j'ai démarré à la chaîne météo et ensuite quand j'ai travaillé pour iTélé. Justement, on reviendra sur ce sujet dans quelques instants, mais est-ce que depuis toute petite, vous rêviez de faire de la télévision ? Est-ce que vous animiez déjà des émissions dans votre chambre, par exemple ? Alors non, c'était pas un rêve d'enfant. Moi, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, donc ça n'avait strictement rien à voir. Par contre, j'ai été piquée par ce métier quand je l'ai découvert un peu sur le tard. J'étais déjà dans mon école de commerce, je devais avoir 23-24 ans, et j'ai découvert le métier de journaliste et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Donc dès que j'ai fini mon école de commerce, je me suis donné 1 an pour y arriver. J'avais déjà 27 ans, donc j'étais un petit peu âgée pour démarrer, mais comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves quand même. Et avant de revenir sur votre métier de journaliste, et pour bien comprendre, peut-on expliquer la différence entre journaliste météo, météorologue et prévisionniste ? Alors, c'est 2 fonctions différentes, effectivement. Le prévisionniste, c'est un ingénieur météo. C'est lui, en fait, qui étudie tous les modèles météorologiques qui existent pour ensuite réaliser une prévision météo, donc qui est représentée par les cartes que vous pouvez voir. Et le journaliste météo, c'est celui qui va rendre accessible et pédagogique, en fait, tout ce domaine scientifique qui est un petit peu complexe au premier abord. Et nous, notre travail, en fait, c'est de transmettre cette information et après de l'agrémenter et d'en faire vraiment un travail journalistique à part entière en apportant des informations supplémentaires et en aussi dénichant des vidéos de ce qui se passe à l'étranger pour faire un panorama complet de la situation dans le monde. Et on va maintenant revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants. Vous avez commencé sur la chaîne météo avant de rejoindre iTélé pour enfin arriver sur France 2. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition d'une chaîne de la TNT pour arriver sur France 2, qui est l'une des chaînes les plus regardées en France ? Est-ce que c'était un objectif pour vous ? Alors, c'était pas un objectif initialement, mais par contre, ça a été un tsunami quand c'est arrivé et ça a été juste incroyable parce que c'est arrivé assez vite. Finalement, ça faisait que 3 ans que j'avais démarré ce métier et je m'attendais pas du tout à pouvoir arriver sur France 2 aussi rapidement. Ça a été une opportunité incroyable grâce à Nathalie Riouet, qui est ma chef de service et qui m'a donné sa confiance. Et donc, ça a démarré et c'est vrai que je pense que j'étais pas encore prête psychologiquement et je me rendais pas compte en fait de l'impact parce que moi, quand je faisais une météo sur iTélé, j'avais pas de tweet, personne n'en parlait, c'était pas du tout regardé comme France 2. Par contre là à France 2, effectivement, j'ai compris que j'étais montée dans une autre dimension. Il m'a fallu bien une année pour arrêter de trembler avant de faire un JT. Je crois qu'une fois j'ai même failli pleurer juste avant un JT tellement que j'étais stressée, angoissée. C'est pas tant ma hiérarchie qui me mettait une pression, c'était moi toute seule et puis le fait de savoir qu'il y avait quand même 5 millions de personnes de l'autre côté, je savais que j'avais pas droit à l'erreur et je me sentais pas encore assez en confiance au tout début. Aujourd'hui, ça va mieux, heureusement, mais au début, ça a été compliqué. Et pour en revenir à vos débuts, vous avez travaillé aux côtés de Michel Chevalet, journaliste scientifique qui vous a beaucoup appris et qu'on ne présente plus, et qui a d'ailleurs été le premier à lancer une émission météo à la télévision. Que vous a-t-il apporté ?
Quand j'ai rencontré Michel Chevalet, la première chose que je me suis dite, c'est qu'en fait, en utilisant des mots simples, on ne paraissait pas pour quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et moi, comme au début, j'avais pas forcément la maîtrise encore du domaine, j'utilisais parfois des mots compliqués pour montrer que je savais et que je maîtrisais mon domaine. Et Michel m'a fait comprendre que c'était l'inverse, en fait. C'était ceux qui ne connaissaient pas et qui ne maîtrisaient pas forcément leur domaine, qui n'arrivaient pas à rendre encore plus pédagogique, encore plus simple ce domaine-là. Et quand j'étais avec lui sur des éditions spéciales à iTélé et que je le voyais faire, c'était juste incroyable. C'est vrai qu'on buvait ses paroles, on comprenait tout, ça nous transportait dans un autre univers aussi parfois. Et donc, je m'étais dit que quand je serais plus grande, je voulais être comme lui. Et j'œuvre au quotidien pour essayer en tout cas d'apporter cette facette que lui a depuis toujours, de rendre la science en fait hyper fun, hyper accessible aussi à tout le monde. Michel Chevalet au féminin alors. On va essayer, c'est pas encore gagné. Comment se prépare un bulletin météo ? Alors, le bulletin météo, c'est un travail d'équipe, il faut le savoir. On est déjà en travaillant en binôme avec le prévisionniste, donc entre eux qui font les cartes, nous qui développons l'éditorial, mais surtout on échange énormément ensemble pour savoir ce que l'on va raconter, quels sont les points forts. Et après, nous, on a une trame où on développe justement les outils et on se demande l'histoire que l'on veut raconter. Et selon l'horaire aussi auquel on passe, eh bien, l'histoire change. Et donc, on modifie souvent nos trames en fonction de l'heure de notre passage. Et après, c'est un autre travail d'équipe, cette fois-ci, avec la partie réalisation. Donc, on a des réalisateurs dédiés à la météo à France Télévisions. On a une équipe aussi avec qui on travaille. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit en régie ou sur le plateau avec nous. On a un chef de plateau, un cadreur, des personnes à la vidéo, au son. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment une bonne équipe. Je pense qu'on est une dizaine à travailler, en fait, tous les jours pour produire presque 10 minutes de météo sur France 2. Et une fois que toute la partie graphique est prête, est-ce que vous préparez vos textes ou est-ce que tout vient naturellement lors de l'enregistrement ? Alors, rien n'est écrit. Et c'est là la difficulté vraiment de cet exercice. Et c'est pour ça qu'il faut pas mal d'expérience derrière. C'est qu'il faut suffisamment avoir compris la matière, l'avoir suffisamment digérée et connaître suffisamment bien son domaine pour pouvoir justement en parler. Mais tout en finalement étant pédagogique, en regardant bien la caméra, en étant concernant pour les personnes qui nous regardent. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire que plus les années passent, meilleur on est parce qu'on se sent de plus en confiance dans l'exercice et après on peut y apporter un peu plus sa patte personnelle, même si ça reste quand même un exercice assez figé. On a sur France Télévisions la chance d'avoir 3 minutes, mais ça passe très vite et on veut faire souvent passer un maximum d'informations, donc on essaye de faire au mieux en fait pour apporter toutes les clés de compréhension possibles sur la météo. Et là c'est vraiment à la seconde près, d'ailleurs vous avez un chef de plateau qui vous fait des signes, on peut le voir en image d'illustration. Est-ce qu'il vous est utile pour ne pas perdre le fil du temps ? Il est indispensable parce que même si j'ai un chronomètre, parfois on n'a pas le temps de le regarder tout le temps et au moins je sais grâce à son grand geste, quoi qu'il se passe en fait, mon œil attrape son geste et je me dis que là il faut que je commence à imaginer la conclusion que je veux faire ou alors aller beaucoup plus vite sur mes cartes parce que je suis vraiment très en retard. Donc il m'est indispensable en fait pour bien travailler. On va parler maintenant du fond vert, un décor qui intrigue souvent malgré son utilisation fréquente en télévision ou au cinéma. Pourquoi le vert ? Alors, le vert, c'est une très bonne question. C'est normalement parce que c'est la couleur la moins présente dans la peau et donc l'incrustation se fait au mieux grâce à cette couleur. Et comment est-ce que vous arrivez à donner vie à un bulletin météo dans un studio qui n'est pas très vivant, pas très accueillant ? Ah, mais il est quand même accueillant mon studio, puis il y a une bonne ambiance sur le plateau. On crée un cocon en fait sur ce plateau-là. C'est pas très vivant et en même temps, on a quand même ce cocon. Enfin, moi je le trouve, on est toujours en contact avec les personnes qui sont en régie parce que nous on est au 2e étage, il y a quand même la régie qui est au 0, mais on les entend sur le plateau et il y a souvent une bonne humeur. Parfois, l'ingé son nous met des musiques. Enfin, il y a quand même une atmosphère qui est sympa. Puis après, sur le plateau, j'ai quand même le cadreur et le chef de plate avec moi. Et pareil, on discute beaucoup et c'est un vrai moment convivial entre nous. Et après, j'ai tous mes écrans, j'ai mon décor. Donc en fait, je suis quand même immergée dans cet univers et moi, je le trouve pas si peu accueillant que ça. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Et pourquoi les bulletins sont enregistrés et pas en direct ?
Alors ça dépend effectivement des chaînes. Alors sur les chaînes info, c'est en direct. C'est vrai que ce soit à TF1 ou à France Télévisions, on est enregistré parce qu'on a la même équipe technique que l'équipe du JT. Donc après, les équipes, elles doivent partir à 19h ou le matin, elles doivent partir ensuite à midi pour faire toute la préparation du journal. Donc c'est pour ça que nous, on passe juste avant pour l'enregistrement. Et est-ce que vous avez des relations avec les journalistes météo des autres chaînes, puisqu'il me semble que vous retrouvez de temps en temps? Oui, effectivement. Alors, on se connaît tous. C'est vrai qu'on on n'est pas très nombreux. Je pense qu'on est vraiment une quinzaine de statutaires et on se connaît tous. On a parfois aussi les mêmes problématiques, donc on se conseille aussi énormément. Et après, on se rassemble effectivement lors du Forum de la météo et du climat qui a lieu chaque année. Cette année, c'est du 14 au 17 mai d'ailleurs, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et c'est un moment où vraiment on peut échanger, se rencontrer. On fait tous un resto ensemble. Et en plus, en juin, il y a les présentateurs météo du monde entier qui viennent nous rejoindre. Et donc là, on échange sur comment encore mieux communiquer sur la météo et le changement climatique. On se rend compte des astuces des uns et des autres selon les différents pays. Et souvent, on se rend compte aussi qu'on a des problématiques communes. Et donc, on essaie d'œuvrer pour toujours améliorer notre travail. Et au-delà de la présentation des bulletins météo, vous êtes également engagé pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet engagement auprès de l'Organisation météorologique mondiale? Oui, alors c'est justement via le Forum de la météo et du climat et de l'Association météo et climat qui travaille beaucoup avec l'OMM, donc l'Organisation météorologique mondiale. Et ils se reposent beaucoup sur les présentateurs météo, mais pas qu'en France, dans le monde entier aussi, parce qu'ils sont convaincus, et je pense aussi qu'ils ont raison, qu'on peut être un vecteur pour communiquer sur le changement climatique. Et d'ailleurs, mes confrères aux États-Unis ont un panel encore plus large une palette encore plus large qui s'est développée, puisqu'ils sont maintenant souvent chefs de service météo et climat aussi. Ils parlent beaucoup du changement climatique également dans leur présentation météo. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de s'étoffer et de grandir. Et notre travail, en fait, c'est de pouvoir communiquer sur ces actions aussi qui sont mises en place par l'ONU. Donc c'est un vrai honneur à chaque fois de pouvoir participer et de les aider. Et puis on va terminer cette interview en parlant de votre premier livre, puisqu'en 2019, vous avez sorti La météo devient-elle folle? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Est-ce qu'il y en a un deuxième de prévu? Oui, alors La météo devient-elle folle? C'était mon premier livre effectivement en 2019 et c'était parce que je voulais répondre à la question que tout le monde me posait pour savoir si la météo était en train de partir complètement cacahuète ou pas, parce qu'il y avait des phénomènes extrêmes qui étaient de plus en plus récurrents. Et je savais par les discussions que j'avais avec certains chercheurs que ce n'était pas forcément le cas. Ça, on part pas forcément dans un extrême à chaque fois, mais parfois il y a des phénomènes qui seront même moins intenses, mais sont quand même toujours utiles pour notre nature. Donc j'ai voulu faire vraiment ce travail de recherche avec ce livre pour comprendre ce qu'il en était réellement. Et je travaille effectivement sur un deuxième livre qui va sortir cette fois-ci en novembre de cette année. Ça n'a rien à voir, c'est sur les grands mystères de la nature cette fois-ci. Et c'est une sorte de cluedo scientifique pour comprendre toute la démarche, les études scientifiques, la rencontre avec les chercheurs pour comprendre des phénomènes qui sont totalement inhabituels, comme des pierres qui bougent toutes seules dans la vallée de la mort, ou un glacier qui ne fond pas, contrairement à d'autres glaciers dans le monde qui n'arrêtent pas de fondre. Donc c'est essayer de comprendre ces mystères qui nous paraissent un petit peu mystiques, mais derrière il y a toujours une réalité scientifique. Alors rendez-vous en novembre prochain. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour le temps accordé et pour toutes ces réponses passionnantes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la rencontre de Marie-Caroline, qui est ingénieure du son. D'ici là, n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube. À très bientôt dans l'ombre des médias.